La canicule de l'été 1966 pesait lourdement sur les rues de Harlem. L'air vibrait de tension, chargé de promesses non tenues et de dettes impayées. Au cœur de ce creuset bouillonnant, deux hommes s'affrontaient du regard, leur destin sur le point de basculer. Frank Lucas, un jeune homme à la peau d'ébène et au regard d'acier, venait d'apparaître au coin de la rue. Face à lui se tenait Tango, un homme aux traits tirés par l'angoisse, dont les yeux fuyants trahissaient une dette bien plus lourde que son portefeuille vide. Soudain, 5 balles tirées à bout portant s'enfoncèrent dans le crâne de Tango avec une précision chirurgicale. Son corps s'affaissa lourdement, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Une mare écarlate commença à s'étendre autour de sa tête, s'infiltrant dans les interstices du pavé telle une toile d'araignée macabre. Ce geste audacieux n'était pas seulement l'exécution d'un débiteur récalcitrant. C'était un message, gravé dans la chair et le sang, adressé à tous ceux qui oseraient défier Frank Lucas. Dans les années 70, la grosse pomme, rongée jusqu'au trognon par la criminalité, vibrait au rythme des sirènes de police et des règlements de compte. Dans les quartiers huppés comme dans les ruelles sombres, un nom résonnait en chuchotement craintif. La Cosa Nostra. Les familles italiennes régnaient en maîtres incontestés sur l'empire du crime, leurs tentacules s'infiltrant jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Leur cercle était hermétique, impénétrable pour quiconque ne partageait pas leur sang et leurs origines. L'idée même qu'un outsider, a fortiori un homme noir, puisse un jour s'élever au sommet de cette pyramide mafieuse, semblait aussi absurde que de voir la statue de la liberté danser le twist. Pourtant, dans l'ombre des buildings vertigineux, un jeune homme à la peau d'ébène et à l'ambition démesurée s'apprêtait à réécrire les règles du jeu. Son nom était Frank Lucas. Avec l'audace des grands conquérants et la ruse d'un stratège né, Lucas allait bientôt ébranler les fondations même de l'ordre établi. Là où d'autres ne voyaient qu'une forteresse imprenable, il discernait des failles à exploiter, des alliances à forger, des empires à bâtir. En quelques années à peine, l'impensable devint réalité. Frank Lucas, parti de rien, se hissa au sommet de la pègre new-yorkaise, pulvérisant le monopole italien avec la force d'un ouragan. Chaque jour, $1 million s'écoulait dans ses coffres, témoignage sonnant et trébuchant de son ascension fulgurante. Basé sur sa vie, le film primé American Gangster est sorti en 2007. Le film a été à plusieurs reprises critiqué pour son inconsistance totale avec la réalité. Certes, il y a une part de vérité dans ces critiques, et nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Le 9 septembre 1930, alors que les premiers vents de l'automne balayaient les champs de coton de la Caroline du Nord, un cri perça le silence de la nuit. Frank Lucas venait de naître, sans savoir qu'il allait grandir dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire américaine. Les années 30 s'annonçaient comme une tempête implacable, balayant sur son passage les rêves et les espoirs de millions d'Américains. La Grande Dépression, tel un monstre vorace, dévorait les économies, brisait les familles et creusait un fossé toujours plus profond entre ceux qui avaient et ceux qui n'avaient pas. Dans ce paysage désolé, la famille Lucas luttait pour sa survie. Chaque jour était un combat, chaque repas une victoire arrachée à la misère. Les champs de coton, autrefois symbole d'opulence pour les propriétaires blancs, devenaient le théâtre d'une lutte acharnée contre la faim et le désespoir. Pourtant, au cœur de cette adversité, une flamme brûlait dans le regard du jeune Frank. Une détermination farouche, une volonté inébranlable de s'élever au-dessus de sa condition. Peu importaient les obstacles, peu importait le prix à payer. Frank Lucas était déterminé à échapper au destin que la société avait tracé pour lui. Mais quelque chose de très grave allait lui arriver. Un après-midi d'été apparemment ordinaire allait à jamais marquer l'âme du jeune Frank Lucas, alors âgé de 6 ans. Assis dans sa chambre, bercé par le bourdonnement lointain des cigales, Frank fut soudain arraché à son innocence par un cri déchirant. La voix de son cousin de 12 ans, teintée de terreur pure, résonna dans toute la maison. Poussé par un instinct qu'il ne comprenait pas encore, Frank se précipita hors de sa chambre, son petit cœur battant la chamade. Ce qu'il vit dans le couloir
allait hanter ses nuits pour les décennies à venir. 5 silhouettes encapuchonnées, telles des spectres surgis d'un cauchemar, entouraient son cousin, et l'un d'eux pressait le canon d'un revolver contre sa bouche. Sur le sol, un sinistre collier de dents ensanglantées témoignait de la brutalité de la scène. Dans l'instant même, un coup de feu assourdissant claqua, figeant le temps et l'espace, et le corps de son cousin s'effondra face contre terre. La blessure béante à l'arrière de son crâne semblait engloutir toute lumière, toute espérance. Plus tard, Frank apprendrait la raison de cet acte barbare. Son cousin avait commis le crime impardonnable d'avoir posé son regard sur une femme blanche. Cette simple transgression des codes raciaux de l'époque avait suffi à déchaîner la violence meurtrière du Ku Klux Klan. Ce jour-là, Frank ne perdit pas seulement un membre de sa famille, il perdit aussi une part de son innocence, remplacée par une conscience aiguë de l'injustice et de la cruauté du monde qui l'entourait. À mesure que Frank grandissait, la dureté de son enfance se cristallisait en une détermination féroce à s'élever au-dessus de sa condition, par tous les moyens nécessaires. Dans les ruelles sombres de sa jeunesse troublée, Frank apprit l'art du vol, ciblant les âmes égarées qui titubaient hors du bureau de tabac local. Cherchant à s'extirper de cette vie de petite criminalité, il trouva un emploi de chauffeur de camion. Pendant un temps, la route semblait lui offrir une échappatoire, un nouveau départ. Mais le destin, tel un carrefour traître, le guettait au tournant. Une liaison passionnée avec la fille de son patron embrasa son cœur, mais mit le feu aux poudres de sa vie professionnelle. Lorsque leur secret éclata au grand jour, ce fut l'étincelle qui fit tout basculer. Une confrontation violente éclata, transformant l'entrepôt en arène de leurs démons respectifs. Dans un moment de rage aveugle, Frank saisit un tuyau en fer. Le métal froid rencontra la chair dans un bruit sourd qui résonna comme le glas de ses espoirs de rédemption. Le corps inerte de son patron gisait à ses pieds, témoin muet de sa chute. Paniqué, l'esprit embrumé par l'adrénaline, Frank pilla la caisse, empochant $400, une maigre consolation pour une vie qui partait en fumée. Dans un dernier acte de désespoir, il arrosa d'essence son lieu de travail et y mit le feu, regardant les flammes dévorer les vestiges de ses rêves brisés. Dans leur modeste demeure, sa mère veillait, le cœur lourd d'une angoisse grandissante. Chaque nuit, elle oscillait entre deux cauchemars, son fils derrière les barreaux, ou pire encore, étendu sans vie dans une ruelle sombre. L'amour maternel, mêlé à une peur viscérale, la poussa à l'action. Un soir, alors que Frank rentrait d'une autre escapade douteuse, elle prit son courage à deux mains. Les yeux brillants de larmes contenues et la voix tremblante de détermination, elle lui lança un ultimatum déguisé en opportunité. New York. Écoute-moi, mon fils. C'est ta chance. Là-bas, tu pourras te réinventer, devenir l'homme que je sais que tu peux être. À 16 ans, Frank quitta la Caroline du Nord pour Harlem, emportant avec lui ses vieux démons. Les rues de New York, loin d'être son salut, devinrent le nouveau théâtre de ses méfaits. En 1973, Newark, dans le New Jersey, est frappé par une grave épidémie d'héroïne. Les vastes ensembles de logements sont remplis de toxicomanes en surdose. Et les forces de l'ordre sont désespérées de trouver une solution. Derrière cette nouvelle épidémie se cache une marque d'héroïne jusqu'alors inconnue. Les enveloppes en papier sont marquées de la marque Blue Magic. Mais personne ne sait d'où vient Blue Magic, ni qui est derrière tout cela. De l'autre côté de la rivière Hudson, Blue Magic a également New York dans son emprise. Au début des années 1970, on estimait qu'il y avait environ 500 000 toxicomanes à l'héroïne aux États-Unis, dont 200 000 rien qu'à New York. C'était un problème massif. Il était très difficile de traiter avec les trafiquants de manière efficace et efficiente car ils étaient si nombreux. Une quantité énorme d'héroïne était importée dans la ville. Beaucoup de gens se sont impliqués car les gains à tirer de cet élément criminel étaient énormes. C'était un problème très difficile à résoudre. Pour cette raison, la DEA a été créée en 1973 pour combattre le crime lié à la drogue à travers le pays. Leur principal objectif à New York est la mafia. Historiquement, la mafia contrôlait 80% du commerce d'héroïne. Celle-ci arrivait aux États-Unis depuis la Turquie via la tristement célèbre French Connection. La mafia raffinait l'héroïne à Marseille, en France, avant de l'expédier à New York, souvent dissimulée dans les espaces creux des voitures.
Mais lorsque le gouvernement américain a financé la destruction des champs de pavots en Turquie, il pensait avoir coupé l'approvisionnement en héroïne pour toujours. Pourtant, venant de nulle part, Blue Magic inonde le marché, plus pure, moins chère et plus addictive. New York dans son ensemble a toujours été le point principal par lequel les drogues entraient avant d'être distribuées à Détroit ou Chicago. Mais Harlem, dans les années 1970, était vraiment l'épicentre de la distribution de drogue, en particulier d'héroïne. Les utilisateurs sont de tous âges et de tous horizons. Les effets de l'héroïne sont indifférents. Trouver la source de Blue Magic est donc la priorité urgente des policiers. Décembre 1973, New York. La police décide de commencer par le bas de la chaîne et de remonter. Ils arrêtent 2 distributeurs connus, Mario Perna et Tony Versina. Les policiers espèrent que ces distributeurs de la mafia les mèneront à l'homme derrière l'héroïne. Lorsque Perna et Versina ont été arrêtés, ils étaient en possession d'une énorme quantité d'héroïne, destinée à Frank Lucas. Frank Lucas était déjà sur les radars de la police. Pourrait-il être l'homme derrière Blue Magic ? Une perquisition ultérieure dans l'appartement de Versina fournit aux policiers des preuves concrètes ayant la mafia à Frank. Il avait sur lui des documents qui mentionnaient Lucas et les grossistes par leur pseudonyme, ainsi que leur véritable numéro de téléphone. Sous interrogation, Perna et Versina nomment Frank. C'est la dernière pièce du puzzle dont les policiers ont besoin. Mais la police ne savait pas vraiment qui était Frank Lucas. L'histoire commence à Harlem, 8 ans auparavant. À l'époque, Frank était un simple revendeur de drogue de Caroline du Nord qui a suivi le conseil de sa mère, et qui faisait de l'héroïne à Harlem depuis 5 ans. Passant d'un petit voleur à un revendeur, Frank est impressionné par l'énorme quantité d'argent que l'héroïne rapporte. S'il peut gravir les échelons, il pourra gagner encore plus. Mais il doit se faire un nom pour lui. Comme tout autre seigneur de la drogue en ascension, pour y parvenir, il faut acquérir une certaine réputation dans les rues. Frank prête 1 kilo d'héroïne à un voyou de rue nommé Tango pour un deal. Mais quand Frank réclame son argent, Tango ne paye pas. Frank saisit l'opportunité qu'il attendait. La mort de Tango propulse Frank dans l'échelle du pouvoir. C'est le genre de cruauté qui attire l'attention des grands poissons de Harlem. Et il ne faut pas longtemps avant qu'il obtienne sa chance de gravir les échelons. En 1966 à Harlem, Frank joue au billard dans un club lorsque Ice Pick Red, un tueur à gages notoire, le défie à une partie à $1000. Mais les enjeux augmentent lorsque Bumpy Johnson, une figure légendaire avec des connexions à la famille du crime génovaise, arrive. Bumpy, le plus puissant dealer d'héroïne de Harlem, entend parler de la réputation de Frank et veut voir s'il peut battre Ice Pick. Frank accepte le défi, gagne la partie et gagne le respect de Bumpy. T'as vraiment du cran de t'en prendre à Ice Pick comme ça. La plupart des hommes ne l'auraient pas fait. Je savais que je pouvais le battre, Monsieur Johnson. J'avais juste besoin d'une chance pour le prouver. Non, pas la peine, petit. Tu m'as montré que tu avais ce qu'il faut pour survivre dans ce milieu. Reste avec moi, et je t'apprendrai à faire plus que survivre. Je suis prêt à apprendre, Bumpy. Quoi qu'il en coûte. Bien. Première leçon, fiston. Dans ce business, le respect vaut plus que l'argent. Si tu gagnes ça, tout le reste suivra. C'est une étape importante dans la carrière de Frank en tant que dealer d'héroïne. Et il ne faut pas longtemps avant que le commerce de l'héroïne subisse une révolution. Harlem, New York, 1970. 4 ans après que le dealer de drogue de Harlem, Frank Lucas, soit devenu le confident de Bumpy Johnson, le baron de l'héroïne meurt à l'âge de 62 ans. Ancien voleur devenu dealer d'héroïne, Frank Lucas est désormais l'homme le plus puissant de Harlem et prend naturellement la place de Bumpy dans la chaîne d'approvisionnement de la mafia. La demande d'héroïne est en forte hausse à Harlem. 15 000 toxicomanes vivent dans le quartier, avec des taux de dépendance 12 fois supérieurs à la moyenne nationale. Mais après la destruction de la French Connection par la police, l'approvisionnement régulier de la mafia en héroïne se tarit. À mesure que l'offre diminue, les prix augmentent et les profits de Frank sont réduits. Très vite, Frank se retrouve sérieusement endetté envers la mafia. Chaque dealer de drogue en ascension tend à accumuler des dettes. Mais celle de Lucas, selon certaines histoires, atteignait des niveaux dangereux. La police surveille et surécoute certains gangsters italiens et italo-américains
qui parlaient de tuer Frank parce qu'il leur devait plus de 300 000 dollars. La mafia représente un grand problème pour Frank. Il est désespéré de rembourser ses dettes et de trouver une nouvelle source fiable pour approvisionner ses clients. Il cherchait une solution et une nouvelle source d'approvisionnement en drogue. Et avec l'arrivée de Blue Magic, il est clair qu'il l'a trouvé. Et Frank gagne plus d'argent que jamais. Frank a tout fait pour s'assurer que ses clients ne seraient pas tentés par d'autres marques. Il voulait monopoliser le marché, et la manière dont il y est parvenu était d'augmenter le pourcentage d'héroïne dans ses paquets. Lorsqu'un toxicomane obtient un produit qui lui procure un effet meilleur et plus long, il va se tourner vers ce produit. Ainsi, la marque Blue Magic a également été un élément clé du succès de Frank. Même une Blue Magic fortement coupée offre un effet supérieur à celui de la concurrence. Cela rend Frank très riche. Lucas gagnait au moins 1 million de dollars en espèces chaque semaine. Mais Blue Magic se révèle mortel. Le problème sérieux était que, s'il mettait 10% d'héroïne, comme il le faisait au début, voire 6 ou 7%, les gens n'étaient pas habitués à cela. La population toxicomane faisait des overdoses avec cette nouvelle marque qui avait un pourcentage plus élevé d'héroïne, et les gens ne pouvaient pas le supporter. Mais tout le monde en voulait, car cela offrait un effet plus puissant. Il est clair que l'opération de Frank est plus grande que ce que les policiers avaient imaginé. Blue Magic s'étend au-delà de New York et atteint le New Jersey. La distribution est gérée par la famille de Frank, y compris son neveu de 17 ans et son frère Shorty Lucas. Ils se font appeler les Country Boys. La réputation violente du gang, encouragée par Frank et Shorty, répand la peur à travers le New Jersey. En 1973, Blue Magic a transformé la vie de Frank. Sa fortune est en pleine expansion. Il a désormais environ 50 millions de dollars cachés dans des comptes bancaires aux îles Caïmans. Il aime dépenser son argent dans l'un des endroits les plus branchés de Harlem, Small's Paradise. Il était notoire pour ses dépenses. Il aimait montrer aux gens à quel point il était riche. Et cela, bien sûr, attira l'attention du gouvernement. C'est à ce moment-là que Richie Roberts entre en scène. Richie Roberts a vu de ses propres yeux que Frank gagnait beaucoup d'argent. Mais il n'a toujours aucune idée d'où vient Blue Magic. Donc, la chasse est lancée. Nous sommes en 1974, et les overdoses d'héroïne augmentent dans toute la ville. Richie Roberts rassemble donc un groupe d'enquêteurs connus sous le nom de Z-Team pour intensifier la lutte contre Frank Lucas. Il voulait savoir où l'héroïne était coupée et comment elle arrivait. Il voulait savoir comment Frank était capable de contrôler tout cela. Ils ont tout fait pour déterminer ces aspects. Et pour ce faire, Roberts a envoyé un échantillon de Blue Magic pour analyse. Grâce aux chimistes, ils ont découvert la différence dans la qualité de l'héroïne. Ils ont constaté qu'elle était de plus en plus pure. Ils pouvaient également déterminer de quelle partie du monde elle provenait. Et les résultats les ont surpris. Cela venait d'Asie. Ils avaient donc immédiatement une idée de l'endroit où les pavots étaient cultivés. Mais ils ne savaient pas encore comment cela entrait dans le pays. La seule personne qui connaît la réponse est Frank. Et Robert s'est déterminé à découvrir la vérité. À New York, la Z-Team et la police locale sont également sur la piste de Frank Lucas. Mais tout le monde garde ses cartes pour lui. En fin de compte, ce n'est pas Richie Roberts, mais les autorités de New York qui arrivent à attraper Frank Lucas en premier. Le 18 janvier 1975, Frank est chez lui avec sa femme Julie. La police de New York se présente avec un mandat de perquisition. Ils espéraient trouver des preuves pour arrêter Frank. Mais la perquisition révèle bien plus que ce qu'ils auraient pu espérer. Ils trouvent dans sa maison une énorme quantité d'argent en billets de 20 et de 10 dollars. Au total, près de 600 000 dollars en espèces sont saisis. Frank Lucas et sa femme sont tous deux inculpés. Julie, pour obstruction à la justice, et Frank, pour complot en vue de distribuer de l'héroïne. En 1976, avec Frank Lucas purgeant désormais une peine de 40 ans de prison, la police espère que le flux de Blue Magic bon marché et puissant se tarira. Mais l'héroïne est toujours dans les rues. Donc, celui qui distribue Blue Magic n'est pas Frank. L'équipe de Richie Roberts, au New Jersey, est toujours aussi loin de savoir d'où cela vient. Puis, ils reçoivent une information. Ils avaient des informations selon lesquelles un colis venait de Caroline du Nord. Il était destiné à un des appartements à Newark. En défonçant la porte, l'équipe Z de Richie Roberts découvre que le gang de rue de la famille de Frank est toujours actif.
Cette opération de démantèlement permet de saisir de l'héroïne d'une valeur de 10 millions de dollars. Et lorsque les policiers arrêtent les Country Boys, l'un d'eux est le neveu de 17 ans de Frank. À l'époque, avec une telle quantité de drogue, un juge du New Jersey était prêt à lui infliger la réclusion à perpétuité. Face à une telle peine, le jeune commence à parler. Les informations données par le neveu ont ajouté 30 ans de prison à la peine de Frank, portant le total à 70 ans, avec peu d'espoir de liberté. Alors Frank Lucas décide de coopérer. Dénonçant un réseau de policiers corrompus, puis quittant la prison en homme libre, c'est ainsi que le film American Gangster le raconte. Mais la véritable histoire est très différente. Ce que les policiers veulent vraiment savoir, c'est d'où vient le Blue Magic. Qui était le véritable homme derrière le tsunami de souffrance causé par cette drogue surpuissante. Désespéré de retrouver la liberté, Frank leur dit ce qu'ils veulent entendre. Il a témoigné officiellement qu'il s'était rendu à Bangkok, en Thaïlande, dans le but de se connecter à une source majeure d'héroïne là-bas, et a essentiellement coupé les liens avec la mafia, afin de pouvoir livrer directement de la Thaïlande aux États-Unis. Plus Frank parle, plus son récit devient incroyable. Le chemin que prend l'héroïne pour entrer aux États-Unis est tout simplement stupéfiant. Nous sommes en 1972. L'histoire commence 3 ans avant l'arrestation de Frank. À cette époque, il est lourdement endetté auprès de la mafia et se cache dans une planque secrète. Mais contre toute attente, une opportunité inespérée se présente. Frank rencontre un importateur d'héroïne qui lui propose l'affaire de sa vie. Une chance de se faire une fortune tout en éliminant la mafia de l'équation. Frank, bien sûr, était impatient d'accéder à cette source, qui devint finalement Blue Magic. Cela lui donnait une liberté par rapport à la mafia italo-américaine. Il n'avait plus besoin de travailler avec eux. La qualité était tellement élevée qu'il pouvait gagner encore plus d'argent. Frank alors révèle le véritable cerveau derrière Blue Magic. Un dealer que les policiers ont déjà en garde à vue, Leslie Ike Atkinson. En l'espace de 2 ans, Frank Lucas est devenu extrêmement riche, mais il souhaite obtenir une promotion. Lorsque le bras droit d'Ike Atkinson est emprisonné, Frank profite de l'occasion. Il se rend en Thaïlande pour faire une offre qu'il pense qu'Ike ne pourra pas refuser. Ike était toujours méfiant à l'égard de Frank, il ne lui faisait pas totalement confiance, et il ne veut pas accorder de contrôle à Frank au sein de son organisation. Il veut simplement qu'il soit son dealer à Harlem. C'est un rejet que Frank n'oubliera jamais, et il sait qu'il a perdu des millions de dollars. Maintenant, dans la salle d'interrogatoire, Ike va payer pour avoir tourné le dos à Frank. Il est sur le point de révéler aux policiers l'incroyable histoire derrière Blue Magic et l'ex-sergent-chef de l'armée américaine derrière l'opération. Revenons en 1968 au Vietnam. La guerre fait toujours rage, et le sergent à la retraite Atkinson voit une opportunité avec un ancien collègue militaire, Herman Jackson, pour approvisionner les États-Unis en héroïne de haute qualité. Ike et Jackson achètent de l'héroïne bon marché dans les champs de pavots du Triangle d'Or au Laos, en Birmanie et en Thaïlande. Ensuite, il la fait passer aux bases américaines à bord d'avions militaires. Lentement mais sûrement, Atkinson a construit ce réseau en utilisant des soldats rentrant aux États-Unis en permission. Et l'armée américaine ne prêtait pas attention étant occupée par la guerre. Mais après 4 ans, les autorités commencent à suspecter que l'héroïne entre par les bases militaires américaines. Ils savaient que d'une manière ou d'une autre, les militaires ou des personnes militaires étaient impliqués. Mais personne ne savait qui était Atkinson pendant plusieurs années, exactement comme il le souhaitait. Avec un contrôle renforcé des douanes militaires, ces opérations ont dû faire preuve de créativité. Pendant la guerre au Vietnam, les soldats utilisaient de petits sacs de sport en cuir appelés sacs à wall, qui avaient un compartiment secret sous un fond caché. Cet espace secret était utilisé pour faire passer environ 700 grammes d'héroïne pure. Ike a développé des méthodes de contrebande encore plus ingénieuses, utilisant des boîtes de film et des soldats portant des plâtres aux jambes, tout en construisant un réseau d'au moins 50 associés et de centaines de soldats au passage. Il avait des clients partout sur la côte est des États-Unis, non seulement à New York, mais dans le monde entier. Il avait des clients à Philadelphie, Pittsburgh, Washington et même sur la côte ouest. La police affirme qu'entre 1968 et 1975, Ike a gagné 400 millions de dollars, ce qui équivaudrait probablement à environ 1 milliard de dollars aujourd'hui. En essayant d'échapper à la police, Ike continue pendant des années à utiliser des avions militaires pour faire passer de l'héroïne pure à travers les bases américaines.
mais Frank Lucas est sur le point de faire s'effondrer toute l'opération. Juin 1975. Les informations fournies par Frank Lucas sont dévastatrices pour Ike et ses opérations. Grâce à la coopération de Frank, plus de 100 personnes ont été condamnées en 1975. Il a dénoncé ses associés criminels, des personnes avec qui il faisait des affaires, des membres de son organisation et des personnes d'autres organisations. Déjà accusés de trafic d'héroïne, les policiers réalisent maintenant l'ampleur de l'organisation d'Ike. On estime que son réseau de contrebande vers les États-Unis vaut 50 millions de dollars par an. Et pourtant, en dehors de la police, peu de gens savaient même qu'il existait. Après un long procès, Ike plaide coupable et est condamné à 19 ans de prison. Grâce à la coopération de Frank, sa peine de 70 ans de prison a été réduite à 6 ans seulement, et il a été libéré en 1981. Le numéro 1 des dealers d'héroïne à Harlem, le chef d'un gang criminel brutal qui contrôlait les rues par le meurtre et la violence, et qui avait livré le véritable roi de l'héroïne, était désormais un homme libre. Frank Lucas était probablement l'un des principaux trafiquants d'héroïne dans la région de New York. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en ce qui concerne le fait de prendre le commerce de l'héroïne du Triangle d'Or pour le distribuer aux drogués dans une rue de New York, ce n'est pas le cas. La vie de Frank a peut-être inspiré American Gangster, mais la véritable histoire de Frank est très différente du film. Avec ses connexions mafieuses à travers Bumpy Johnson, Frank Lucas est indéniablement devenu un important dealer d'héroïne des années 70. Mais il obtenait son héroïne du véritable American Gangster, Ike Atkinson. Frank Lucas n'était rien de plus que son homme à New York. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.